Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pourquoi les sciences économiques nous conduisent dans le mur? Reconsidérer nos visions du monde, nos systèmes de valeurs et nos conceptions de la richesse. Cet ouvrage a été réalisé pour le compte des éditions L'Harmattan, sous la responsabilité de Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication de l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. Illustration de couverture, copyright 2009, Muriel Warab Campillo, Babylone, 15 œuvres. Peinture acrylique sur toile, 100 par 100 cm, site internet, www.murielouarab.com. Collection particulière, tous droits réservés à cette publication, reproduction interdite. www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. Copyright L'Harmattan, 2011. ISBN 978-2-296-55-263-0. EAN 9 782 296 552 630. Jacques Perrin. Pourquoi les sciences économiques nous conduisent dans le mur? Reconsidérer nos visions du monde, nos systèmes de valeurs et nos conceptions de la richesse. La librairie des humanités. L'Harmattan, 2011. Du même auteur sur l'innovation technologique et le développement économique. Même éditeur. Pilotage et évaluation des processus de conception. Dire, L'Harmattan, Paris 1999. Valeurs et développement durable. Questionnement sur la valeur économique, L'Harmattan, Paris 2004. Autres. Les transferts de technologie, la découverte, Paris 1983, traduit en espagnol, grec et arabe. Comment naissent les techniques? La production sociale des techniques, Publisud, Paris 1988. Construire une science des techniques, dire. L'interdisciplinaire, Lyon 1991. Changement institutionnel et changement technologique, évaluation. Droit de propriété intellectuelle, Système national d'innovation, codirection. Édition du CNRS, Paris 1995. The Role of Design in the Social Shaping of Technology, Bruxelles, European Commission, DG 12, Costa 4, 1996. Concevoir l'innovation industrielle. Méthodologie de conception de l'innovation, édition du CNRS, Paris, 2001. Conception entre sciences et arts, dire, Presse polytechnique et universitaire romande, Lausanne 2001. Coopération et connaissances dans les systèmes industriels, codirection, Hermès Lavoisier, Paris 2002. Remerciements. Je tiens à remercier Liliane Bensaël, enseignante à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, pour son travail de relecture du manuscrit, ses commentaires ainsi que ses encouragements pour explorer des thèmes de recherche trop longtemps délaissés. J'adresse également mes remerciements à Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication de l'Université Pierre Mendès France qui a assuré la mise en forme et les corrections de ce texte. La librairie des humanités. Dirigée par Thierry Ménissier, docteur de l'EHESS, maître de conférences de philosophie politique à l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, et Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication à l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. La librairie des humanités est une collection coéditée par les éditions L'Harmattan et l'Université Pierre Mendès France de Grenoble. Destinée à recevoir, dans ses diverses séries, des textes couvrant tout le champ des sciences sociales et humaines, son caractère universitaire lui fait devoir et privilège de promouvoir des travaux de jeunes auteurs autant que de chercheurs chevronnés. Membre du conseil scientifique de la collection. Fanny Coulon, série Économie. Jérôme Ferrand, série Droit. Thierry Ménissier, série Sciences de l'Homme. Alain Spallanzani, série Gestion. Jacques Fontanelle, série Côté Court. Jean-William Derémet, série Mémoire des Alpes et Sentier de la Liberté. Dans la même collection. J. Ferrand H. Petit dire. L'Odyssée des droits de l'homme, 2003. Tome 1 Fondation et naissance des droits de l'homme. Tome 2 Mise en œuvre des droits de l'homme. Tome 3 Enjeux et perspectives des droits de l'homme.
A. Blanc à Pessin dire. L'art du terrain. Mélanges offerts à Howard Baker, 2003. C. Amouroux, que faire de l'hôpital? 2004. Y. Chala dire. L'imaginaire aménageur en mutation, 2004. J.L. Chabot ch. Tournu dire. L'héritage religieux et spirituel de l'identité européenne, 2004. E. Bogalska-Martin, Entre mémoire et oubli. Le destin croisé des héros et des victimes, 2004. A. Fergen, ed. Gouvernance locale et développement territorial, 2004. C. Offredi dire. La dynamique de l'évaluation face au développement durable, 2004. 50. Daubord La mosaïque brisée ou l'économie au-delà des équations, 2004. Pêcher le rugby professionnel en France, 2004. Y. Politi et al. Dire. L'organisation des connaissances. Approche conceptuelle 2005. J.L. Chabot, P. Didier, J. Ferrand et Le Code civil et les droits de l'homme 2005. Derigo, Le Christ du dimanche. Histoire d'une image médiévale 2005. C. Martin et al. Pologne La longue marche 2005. Monsieur Lequan à dire Métaphysique et philosophie transcendantale selon Kant 2005. 50. Ben Sahel, P. Marchand ed. Les régions de Russie à l'épreuve des théories et pratiques économiques 2005. H. Leroux, De la phénoménologie à la sociologie de la connaissance, 2006. Auforline, Les intellectuels français et l'Italie 1945 à 1955, 2006. G. Orcel, La rue choisie 2006. Téménissier dire. L'idée d'empire dans la pensée politique, historique, juridique et philosophique, 2006. Esplana, Le prosélytisme religieux à l'épreuve du droit privé, 2006. Monsieur Kaufmann Gouvernance économique mondiale et conflits armés, 2006. C. Abattu, B. Lamotte dire. Diversité et inégalité, quelle pratique de formation? 2006. G. Coquille dire, Évaluer les politiques sociales, 2006. A. Taïrou Analyse et décisions financières, 2006. S. Hernandez Le monde du conte, Contribution à une sociologie de l'oralité, 2006. 1. Vezeanu L'identité personnelle à travers le temps, 2006. Esgal et al. Aide Figure de la médiation sociale, 2006. J.L. Chabot Introduction aux sciences sociales, 2006. H. Jaco Afouquet Aide Le citoyen, l'élu, l'expert, 2007. J. Lapez et al. Éléments d'analyse sur le développement territorial, 2007. Monsieur Ben Saïd et al. Économie, des organisations. Tendance actuelle 2007. Arocha à Anchar. Histoire d'une division de Waffen-SS bosniaque, 2007. Pétillard Le pain des temps maudits, suivi de Mauthausen, témoignage, 2007. Défense de la France, les témoins qui se firent égorger, 2007. 5. Garcia L'anarchisme aujourd'hui, 2007. Desgigranges du Maule au maquis des Glières. Vie et mort d'un jeune résistant savoyard Paul Lépine, 2007. C'est Dutheil Pessin Y. Néraed, hommage à Alain Pessin, un sociologue en liberté, 2007. Pessaltel Une odieuse passion. Analyse philosophique de la haine, 2007. Monsieur C. Monnoyer, Peter Noed Mondialisation des services, innovation et dynamique territoriale, 2007. Monsieur Lebert, Aspalanzani ed. Regard sur la recherche en gestion, 2007. Gisèle Guichet, ed. Usage politique de l'animalité, 2008. Monsieur Fontanelle, sportif de haut niveau, manager en devenir, 2008. 5. Plochu à Taïrou, méthodologie du diagnostic d'entreprise, 2008. J.W. de Rémet dire, Le refuge et le piège, les Juifs dans les Alpes, 1938 à 1945, 2008. Ph. Anu, G. Vergnon dire, Vercors résistance en résonance, 2008. À Gauchet observance thérapeutique et VIH, 2008. Monsieur Fontanelle, sportif de haut niveau, manager en devenir, 2008. N. Didri, Les enjeux de l'événement sportif, 2008. Desaït, Aspalanzani, La recherche en management et en économie, 2009. Monsieur Kaufmann, Méthode statistique appliquée aux relations internationales, 2009.
Péchet dire, regard sur l'économie et le management du sport, 2009. À Mavridis, les Grecs à Grenoble, des pionniers à nos jours, 2009. C'est Offredi et F. Ravou, ed. La notion d'utilité sociale au défi de son identité, 2009. 50, Bensaël Perrin, J. Fontanelle, B. Corvézier-Drouard, ed. Les organisations non gouvernementales, 2009. N. Sadi, Analyse financière d'entreprise, 2009. N. Sadi, Contrôle de gestion stratégique, 2009. 5. Huys Clavel, Images et discours au XIIe siècle, les chapiteaux de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, 2009. G. Sharp, De la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération, 2009. G. Sharp, La force sans la violence, 2009. G. Sharp, L'anti-coup d'État, 2009. J. Ferrand ed. Juriste en utopie, 2009. 5. Ferron, La politique des Lumières, le cas Filangieri, 2009. J. Fontanelle, ed. Économie politique de la sécurité internationale, 2010. Auforlin, L'idée nationale en Italie, fin 18e début XXe siècle, 2010. H. Hamon-Valenchon, Femmes et cancer, récit de maladie, 2010. R. Effantin, Les comptes de groupe, technique de consolidation, 2010. Kent, L'adhésion de la Turquie à l'UE, une conditionnalité hors du commun, 2010. À Bagnasco, Sécourlet, Genovarina, Sociétés urbaines et nouvelle économie, 2010. F. Mouterde et Estroza dire, Les nouvelles frontières de l'évaluation, 2010. B. Lamotte, Semassi Coord. Pour une sécurité professionnelle, Nouveaux dialogues, nouveaux espaces, 2010. À Rosan-Vallon, La gestion des opérations d'aide au développement, 2011. Péchet aide, Les grands stades, au cœur des enjeux économiques et sociaux, 2011. B. Dreyfus, Regard contemporain sur la défense sociale nouvelle de Marc Ancel, 2011. J. Ferrand, Revue l'irascible, Penser la réforme pénale numéro 1, 2011. F. El Moustaoui, François Mitterrand et le Moyen-Orient, 2011. F. Vital Durand, Art et langage, Les frontispices allégoriques de la science à l'âge classique, 2011. Avant-propos. Le titre complet du présent ouvrage est « Pourquoi les sciences économiques nous conduisent dans le mur des catastrophes écologiques et des explosions sociales ?» L'interrogation s'adresse aux sciences économiques au pluriel car il existe plusieurs courants de la pensée économique. Il existe plusieurs théories économiques qui ont pour nom théorie classique, théorie marxiste, théorie néoclassique, théorie institutionnaliste. La théorie néoclassique est depuis le milieu du XXe siècle la théorie dominante au niveau mondial, tant dans les instances économiques, politiques qu'universitaires. Le titre de cet ouvrage voudrait attirer l'attention des économistes et des non-économistes sur l'état de la production des connaissances et sur les débats au sein des sciences économiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux et socio-économiques que nos sociétés ont aujourd'hui, et encore plus dans les prochaines années, à affronter. Pour construire un avenir possible, des innovations devront être mises en œuvre tant au niveau sociopolitique qu'au niveau de la pensée économique. De nombreuses voix se sont élevées depuis quelques années pour appeler de leur vœu une autre manière de définir et de mesurer la richesse. L'ambiguïté du langage économique est d'utiliser des mots de tous les jours pour en donner un sens plus spécifique. Il en est ainsi des concepts économiques de richesse et de valeur. La richesse dans son acceptation générale, qui a de nombreux aspects et qui peut toucher de nombreux domaines de la vie, y compris la vie culturelle et artistique, ne doit pas être confondue avec le concept de richesse économique qui peut prendre une signification différente suivant les courants de la pensée économique. Il en est de même de la valeur économique, qui est différente de la valeur dans son acceptation générale. On doit rappeler avec force que chaque théorie économique s'est créée à partir d'une manière particulière de définir ce qu'est la valeur économique. La valeur économique est le pilier fondateur de toute théorie économique. À travers l'histoire de nos sociétés, on peut découvrir que les notions de richesse dans son acceptation générale ont évolué en fonction de l'évolution des systèmes de valeurs de ces sociétés, et plus encore en fonction de la vision du monde, qui oriente et organise les comportements des individus au sein de chaque société. L'histoire de la pensée économique, voire troisième partie,
permet de mettre en avant les relations qui se sont tissées entre une vision du monde qui prévalait dans une société à un moment donné, et les notions de valeur et de richesse économique qui ont structuré telle ou telle théorie économique. L'histoire de la pensée économique permet d'avancer l'hypothèse que toute théorie économique est historiquement et culturellement déterminée. En définitive, il ne suffit pas de vouloir reconsidérer notre conception de la richesse économique. Il nous faut plus fondamentalement reconsidérer la notion de valeur économique de la théorie économique actuellement dominante qui oriente, depuis plusieurs décennies, les analyses et les décisions qui sont prises par les acteurs économiques et politiques tant dans les pays industrialisés que dans la plupart des pays du Sud. Pour penser autrement la richesse, nous devons concevoir une alternative ou des alternatives à la valeur économique qui est au fondement de la théorie néoclassique et qui identifie valeur et prix. Tant qu'on restera dans cette conception de la valeur économique, on continuera d'évaluer la richesse d'un pays à partir de la valeur monétaire de son PIB, et on continuera d'identifier l'augmentation de richesse avec plus d'avoir. L'ambition de cet ouvrage n'est pas de proposer une nouvelle théorie économique, mais de proposer des orientations de travail pour réfléchir aux principales caractéristiques que devraient avoir les notions de valeur et de richesse économique, pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux de nos sociétés au début de ce XXIe siècle. Cet ouvrage devrait intéresser les économistes, mais il a été conçu pour être lisible par des non-économistes. Il s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur les moyens à mettre en œuvre aujourd'hui, pour permettre aux générations futures d'habiter une planète Terre qui soit encore écologiquement accueillante, de vivre au sein d'organisations sociales et politiques qui soient force de vie, c'est-à-dire qui donnent envie de vivre ensemble tout en favorisant le plein développement des potentialités de chaque individu. Seule la troisième partie nécessite des connaissances en sciences économiques. La lecture de cette partie n'est pas indispensable pour comprendre les enjeux exposés dans cet ouvrage. Introduction. Le langage économique est incapable de définir la richesse ou la misère en termes autres que quantitatifs, de sorte que ni l'une ni l'autre ne sont reconnues par les pouvoirs dominants pour ce qu'elles devraient être. Une vitalisation ou au contraire un affaiblissement de la potentia intérieure. Il en résulte que ce qui fait la force des personnes, leur capacité d'être, de vivre, d'agir, de même que leur sens de ce qui est bon et de ce qui est suffisant est nié à profit de chiffres indiquant dans quelle mesure elles sont ou non susceptibles de contribuer à la croissance d'une méga-machine à produire le type de biens de consommation assurant aux entreprises le plus grand profit et garantissant au capital les conditions de son accumulation. 2. La maladie de la valeur tue parce qu'elle prive de sens des êtres. Isolant les individus, elle leur dissimule la réalité, un autre monde est possible. 3. Soit un quintal de blé, produit dans une grande exploitation céréalière hautement mécanisée où un homme cultive 150 hectares en utilisant tout ce que l'agro-industrie peut lui offrir de semences, d'engrais et de pesticides, éventuellement au-delà de ce que l'environnement peut ingurgiter. Soit un autre quintal de blé, produit dans une petite exploitation avec un rendement de moitié moindre, utilisant peu de fertilisants. Lequel de ces deux quintaux de blé, de même valeur marchande, contribue le plus à la création de richesse? Pas l'ombre d'un doute. C'est de loin le premier. En effet, ce quintal-là a donné lieu aux flux monétaires les plus importants. Or ce sont eux, et eux seuls qui comptent dans notre système de comptabilité nationale. Peu importe que l'essentiel de la richesse produite soit approprié par l'agro-industrie. Peu importe que ce mode de production soit le reflet d'une agriculture se réduisant à quelques 150 000 exploitations en France. Peu importe les éventuelles atteintes à l'environnement. Au contraire, les coûts de dépollution viendront s'ajouter aux flux monétaires précédents, gonflant encore la richesse produite. 4. Cet exemple illustre bien les interrogations qui ont surgi depuis plusieurs années sur la manière de mesurer la richesse produite par un pays à partir du calcul de son PIB, produit intérieur brut. À la demande du président de la République française, Nicolas Sarkozy, une commission d'experts internationaux comprenant 2 prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz et Amartya Sen, a travaillé durant les années 2008 et 2009 sur la mesure de la performance économique et du progrès social. L'objectif fixé était de développer
Une réflexion sur les moyens d'échapper à une approche trop quantitative, trop comptable de la mesure de nos performances collectives, et d'élaborer de nouveaux indicateurs de richesse. Suite à la création de la commission Stiglitz, quelques économistes ayant travaillé sur la question des nouveaux indicateurs de progrès au-delà du PIB, et dans une vision renouvelée de la richesse ou du développement humain durable, ont fondé le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, FAIR 5. Dans une déclaration, appelée Manifeste de FAIR, les membres de ce forum prennent acte que les déséquilibres environnementaux, sociaux et économiques sont aujourd'hui tels que considérer le bien-être de tous comme axe central d'un nouveau projet sociétal, et donc de la notion de progrès, ne relève plus tant d'un seul retour aux visions humanistes que d'une impérieuse nécessité au bénéfice de la survie de tous. Et de souligner, nous pouvons dire cyniquement que grâce aux impacts destructeurs et désormais incontestables du changement climatique, ou encore aux effets en chaîne de la crise financière, les avis convergent peu à peu vers l'idée que changer de système de référence n'est pas une alternative, mais la seule issue possible. 6. Pour sortir du mur, le manifeste de FAIR propose de s'inspirer des propos d'Albert Einstein. Pour résoudre un problème, il faut changer l'état d'esprit qu'il a créé. Le développement durable est-il une illusion ? Lutter contre les déséquilibres environnementaux, sociaux et économiques était déjà l'objectif du concept de développement durable, qui a fait l'objet depuis les années 1980 de nombreuses conférences internationales dans le cadre des Nations Unies. Comme le souligne Pierre Calame, directeur de la Fondation Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, dans son ouvrage De l'économie à l'eau-économie, une réforme radicale de la pensée 2009, si le concept de développement durable a contribué à une large prise de conscience que notre modèle actuel de développement était non durable, nous sommes face à une contradiction entre la nécessité de protéger la planète et un mode de fonctionnement de notre société qui ne trouve sa cohésion que dans la croissance indéfinie, et nous nous berçons d'illusions qu'en accolant les deux mots développement et durable, la contradiction sera résolue. Et dans son ouvrage, Pierre Calame nous propose de revenir à l'eau-économie, c'est-à-dire à une vision économique plus large qui recouvre à la fois l'art de l'organisation des échanges matériels et immatériels des êtres humains entre eux, des sociétés entre elles, et de l'humanité avec la biosphère. La croissance économique constitue un des trois piliers qui fondent le concept de développement durable 8. Des études de plus en plus nombreuses révèlent que l'idée d'une économie en croissance continue est incompatible avec les ressources disponibles et avec une maîtrise de l'évolution climatique. Concernant les réserves de minerais, on sait que si le monde consommait les ressources à un taux seulement moitié moins élevé que ne le font les États-Unis, par exemple, le cuivre, l'étain, l'argent, le chrome, le zinc et un certain nombre d'autres minéraux stratégiques seront épuisés en moins de 4 décennies. 9. Concernant le changement climatique, on sait que le protocole de Kyoto engageait les économies avancées à des réductions de leurs émissions de gaz à effet de serre équivalent à 5% par rapport au niveau de 1990, et cela pour 2010. En réalité, les émissions ont globalement augmenté de 40% depuis 1990. Le 4e rapport du GIEC 10 soutient que pour limiter l'augmentation moyenne des températures mondiales de 2 degrés Celsius, il faudrait limiter les réductions des émissions mondiales jusqu'à 85% par rapport à leur niveau de 1990 d'ici à 205 011. Reconsidérer la richesse n'est pas suffisant. Depuis quelques années, des économistes, des philosophes ont initié de nouveaux travaux de réflexion pour nous inviter à reconsidérer ce que nous appelons richesse, pour redéfinir notre conception de la richesse. Dans un ouvrage Les nouveaux indicateurs de richesse, Jean Gadret-12 et Florence Jany-Catris dressent un bilan des contestations sur le PIB comme principal critère de performance des nations et présentent de nouveaux indicateurs censés traduire de nouvelles manières d'appréhender la richesse des nations. Dominique Méda dans son ouvrage Qu'est-ce que la richesse ? 13 montre comment s'est construit historiquement ce coup de force de l'économie, qui assimile la richesse à ce qui est produit et peut être vendu. Dans son travail sur Reconsidérer la richesse 14, Patrick Vivray conclut que la manière dont les sociétés comptent et distribuent la richesse exprime toujours historiquement des choix de société. Les rendre lisibles et conscients est une exigence démocratique.
Dans un numéro de la revue L'Homme et la Société, intitulé Pour une économie politique de la richesse 15, plusieurs auteurs reprochent à ces démarches visant à reconsidérer la richesse et ou à proposer de nouveaux indicateurs de richesse, d'adopter une posture trop pragmatique et d'oublier de préciser sur quelles forces étatiques nationales, multinationales, supranationales, citoyennes mondiales, associatives militantes, de telles démarches peuvent s'appuyer pour produire des effets conséquents. De ces différents travaux de réflexion sur la richesse rappelés PRE_CE_ Demont, on retiendra que pour éviter de rentrer dans le mur, il nous faut changer d'indicateur de richesse, et d'une manière plus fondamentale, il nous faut changer nos systèmes de référence, et plus encore, il nous faut changer la manière de penser l'économie. Repenser l'économie, à partir de nouvelles compréhensions de la valeur économique. Pour changer notre manière de penser, et plus précisément pour changer notre manière de concevoir l'économie, il nous faut remettre au centre de nos réflexions le concept de valeur économique. En effet, il nous faut rappeler avec insistance que tous les principaux courants de la pensée économique se sont fondés au départ sur une certaine idée de ce qu'est la valeur économique. Pour Alain Barrère, auteur en 3 tomes de L'Histoire de la pensée économique et analyse contemporaine, 1974, aucune théorie économique ne peut être véritablement générale sans théorie de la valeur 16. Ce rappel nous amène de nouveau à souligner qu'il n'existe pas une mais des sciences économiques, même si aujourd'hui l'école néoclassique est le courant dominant et que les écoles hétérodoxes, au courant dominant, ont des difficultés à exister. Contrairement à l'école néoclassique et aussi à d'autres courants de la pensée économique, nous posons comme axiome de départ qu'il n'existe pas de loi naturelle en sciences économiques, et que toute construction économique, et notamment toute théorie économique, est le résultat d'un processus de conception. Les sciences économiques relèvent plus d'une démarche technologique, de construction d'objets techniques, artefacts, c'est-à-dire des sciences de l'artificiel. On doit à Herbert Simon, 1916 à 2001, prix Nobel d'économie, d'avoir introduit le paradigme de l'artificialité au sein des sciences économiques. Dans son ouvrage « The Science of the Artificial » 1969, H. Simon oppose les sciences de la nature, natural science, dont l'objectif est de rendre compte de ce que les choses sont, how things are, aux sciences de l'artificiel, artificial science, qui s'intéressent à la façon dont les choses doivent être si on souhaite qu'elles atteignent certains objectifs. How things ought to be in order to attain goal. La première caractéristique qui permet de spécifier l'artificialité, artificial or man-made world, selon H. Simon, est la notion d'objectif et de finalité. La seconde caractéristique qui permet de spécifier l'artificialité est l'activité de conception. Les phénomènes sont dits artificiels parce qu'ils sont conçus et construits par les hommes en fonction des objectifs à atteindre et en fonction de leurs environnements. Par rapport aux nouveaux enjeux de survie auxquels doivent faire face nos sociétés, il nous faut concevoir et construire une nouvelle pensée économique. Il nous faut retravailler d'une manière urgente sur de nouvelles compréhensions de ce que doit être la valeur économique des biens et des services, dans un monde qui doit apporter très rapidement des solutions pour diminuer les déséquilibres environnementaux, sociaux et économiques qui ont été créés au sein d'un mode de développement particulier. En effet, ces déséquilibres sont la conséquence du mode de développement initié par les pays industrialisés occidentaux, et qui s'est construit depuis le début de l'industrialisation, tant au sein de la théorie classique que néoclassique, sur l'idée que la valeur économique des marchandises se réduit à la valeur d'échange, que la valeur économique des biens et des services produits est égale à leur prix. Repréciser et repositionner les concepts de valeur et de richesse économique. Pour retravailler sur de nouvelles compréhensions de ce que devrait être la valeur économique, avec l'objectif de permettre à nos sociétés de construire un avenir possible, et en fonction des travaux de réflexion sur la richesse rappelés précédemment, nous pensons qu'il nous faut bien différencier ce que l'on nomme richesse dans son acceptation large et richesse du point de vue de l'économie. Trop souvent les deux notions sont confondues, rendant ainsi plus difficile l'analyse et la compréhension de nos problèmes. Le concept de valeur, de système de valeur des individus, utilisé dans le langage courant, est le concept de valeur économique, même s'il existe une relation entre ces deux concepts qu'il nous faudra préciser. Le concept de valeur économique,
avec à la fois sa dimension valeur d'usage et valeur d'échange, c'est-à-dire son prix, et le concept de valeur ajoutée, un autre concept des sciences économiques. Ce travail de différenciation permettra de mieux préciser les relations entre valeur et richesse. Contrairement à Jean-Marie Haribey, un des auteurs de Pour une économie politique de la richesse, on défendra ici l'idée que la valeur est au-delà de la richesse, notamment lorsqu'il s'agit de la richesse et de la valeur économique. Dit d'une autre manière, on défendra l'idée que c'est la valeur qui fonde et qui détermine la nature de la richesse. C'est une perspective proche que semblent avoir adoptée Antoine de Ravignan et Sandra Maotti, dans un éditorial de la revue Alternatives économiques 17 consacré aux travaux de la commission Stiglitz. Après avoir souligné que le prix n'a pas toutes les vertus dont on le parle, et notamment qu'il ne reflète pas les besoins de tous, mais seulement la demande de ceux qui ont les moyens, qu'il n'intègre pas les externalités, pollution, destruction de la biodiversité, les deux journalistes concluent, les limites du PIB comme indicateurs de richesse, de bien-être ou de progrès sont pour l'essentiel, les mêmes que celles du prix comme expression de la valeur. Ces propos confirment notre démarche qu'il nous faut d'abord changer notre compréhension de ce qu'est la valeur économique, pour nous permettre de pourvoir, reconsidérer ce qu'est la richesse. Tant que les économistes feront le choix de limiter leur réflexion sur la valeur économique au seul aspect de la formation des prix, tant que les sciences économiques ne proposeront pas d'autres alternatives que les prix pour apprécier la valeur économique des biens et des services, nos sociétés n'auront pas d'autre stratégie de développement que la croissance du PIB et s'enfonceront un peu plus dans les catastrophes écologiques et sociales annoncées. Crise économique et valeur économique. La crise financière et économique que nos sociétés connaissent depuis 2008 et les propositions avancées pour résoudre cette crise montrent que nous continuons toujours à raisonner avec le même logiciel économique, celui de la théorie néoclassique. Les incantations pour sortir de la crise font appel aux traditionnelles recettes. Relancer la consommation, diminuer les dépenses publiques, retrouver le chemin de la croissance du PIB. Que sont devenus les beaux discours ? Les commissions d'experts internationaux sur les indicateurs alternatifs de richesse, sur une mesure moins quantitative de la performance économique ? Il est de plus en plus reconnu que les racines de la crise financière et économique vont bien au-delà d'un dysfonctionnement du secteur bancaire. Elles trouvent leur origine dans un effort concerté de libération du crédit, afin de soutenir et de renforcer une croissance économique mondiale. Le consensus des experts ou le nouveau consensus de Washington 18. Le consensus quant à la nécessité de redonner de la vigueur à la croissance économique est l'une des caractéristiques les plus frappantes de la crise financière mondiale de 2008. Qu'il s'agisse du Fonds monétaire international, FMI, du Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE, de l'ensemble des partis du spectre politique, dans les économies de marché libéralisées comme coordonnées, chacun y est allé de son couplet en faveur des mécanismes de relance de la consommation et de retour de la croissance. De partout se sont élevées des voix pour remettre l'économie sur la voie de la croissance. Ces appels ne portaient pas uniquement sur l'augmentation du PIB. Ils visaient essentiellement à stimuler la croissance de la consommation, rétablir la confiance du consommateur et donner un coup de fouet aux dépenses de consommation. Source Tim Jackson, Prospérité sans croissance, la transition vers une économie durable, de Bock, Bruxelles 2010. Tim Jackson est le commissaire à l'économie de la Commission du développement durable du Royaume-Uni. De notre point de vue, la crise financière et économique actuelle qui s'est déclenchée en 2008 n'est que le reflet d'une crise bien plus profonde, et le danger serait de résoudre la crise actuelle, de relancer la croissance mondiale, sans apporter de changement à notre vision du monde, c'est-à-dire à notre manière de concevoir les rapports que nous entretenons avec notre planète et notre manière de concevoir les rapports des hommes entre eux. Le danger serait de ne pas changer notre manière de penser à la fois la valeur et la richesse économique qui sont historiquement et culturellement déterminées. La crise financière et économique actuelle a néanmoins suscité des interrogations concernant le juste prix de certains actifs financiers 19, les actions de société, les produits dérivés par exemple, qui ont connu subitement de fortes dépréciations.
Il est étrange que ce type de questionnement survienne uniquement dans les phases de baisse des actifs, et jamais lorsque les cours de ces actifs atteignent des performances inhabituelles. Il en est de même des prix des logements aux États-Unis. Avec la crise des subprimes, les prix des maisons qui avaient été dopées par les facilités de crédit ont été divisés par 2 ou 3 du jour au lendemain. Dans ces conditions, comment déterminer le juste prix d'un logement ? Cette interrogation est recevable également dans de nombreuses villes françaises qui ont connu un doublement, en moins de 15 ans, des prix d'achat et de location des logements, provoquant un réel transfert de pouvoir d'achat des locataires vers les propriétaires. Au-delà de la crise actuelle et pour lutter contre la croissance des gaz à effet de serre, ont été conçues des taxes et des permis négociables. Le carbone émis dans l'atmosphère a désormais un prix et des réflexions ont été lancées pour savoir quel pourrait être le juste du prix du carbone. Pour essayer de répondre à ces interrogations sur le juste prix des actifs financiers, des logements, du carbone, 2 solutions sont envisageables. Soit on accepte que la valeur est égale au prix et que les prix du marché oscillent autour d'un prix naturel, qui serait le juste prix, soit on suppose que valeur économique et prix sont 2 notions différentes et le juste prix dépendra de la notion de valeur économique qui sera retenue. Nos sociétés sont atteintes de la maladie de la valeur. L'identification de la valeur au prix ne concerne pas seulement les actifs financiers, les marchandises, les logements, mais également le travail. Un des objectifs de la mondialisation telle qu'elle est mise en œuvre depuis quelques décennies est de mettre en concurrence le prix de la force de travail au niveau mondial. Cette conception de la valeur travail réduite à son prix se manifeste dans les entreprises, par des modes de management visant l'intensification du travail, par des méthodes d'évaluations individuelles, mais plus encore par des suppressions de postes et des délocalisations d'une partie ou de la totalité des activités de production. Une telle mise en concurrence de la force de travail à partir de son prix a des coûts humains importants. Perte d'intérêt au travail, chômage, augmentation des arrêts de travail pour raison de dépression, et malheureusement augmentation des suicides liés à des conditions de travail de plus en plus insupportables. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est par le rappel de cette phrase que Max Dora 21, écrivain et professeur de médecine, décrit la propagation de la maladie de la valeur, cette moderne épidémie qui frappe nos sociétés. Nulle maladie n'a été si longtemps méconnue. Aucun traité de médecine, aucun manuel de psychiatrie n'en a jamais parlé. Elle se présente en effet comme une forme de normalité, celle que nous recommande l'idéologie régnante relayée par les médias. Cette idéologie se cache derrière des discours sur la compétitivité, l'excellence, la communication, dont l'objectif affiché est la création de valeur ou la création de richesse par l'entreprise. Précisant son diagnostic sur la maladie de la valeur, Max Dora souligne que dans un monde où les mots deviennent virus, certaines phrases peuvent tuer dans la mesure où leur contenu, le ton, l'attitude, la position symbolique de celui qui les profère leur permettent, parce qu'ils affectent, d'envahir la mémoire d'un individu. Et lorsque cet individu en arrive à croire que la source de sa force d'exister lui est désormais inaccessible, celui-ci peut en venir à se supprimer. On serait autorisé à parler de destruction d'âme déguisée en suicide. On est loin, ici, des considérations hypocrites sur le stress au travail et les remèdes dérisoires que l'on prétend y apporter. La maladie de la valeur tue parce qu'elle prive de sens des êtres. Isolant les individus, elle leur dissimule la réalité, un autre monde est possible. C'est à la même conclusion qu'aboutissent les auteurs d'un dossier sur les impensés de l'économie, publié par la revue Esprit 22. La rationalité des prix qui postule que la valeur d'une marchandise est déterminée naturellement par le marché, constitue la principale illusion économique dont la crise financière est un effet spectaculaire. Et la force de cette illusion économique est de prétendre s'appuyer sur un réel indiscutable, nous empêchant ainsi d'envisager qu'un autre monde est possible. Quelques jalons pour reconsidérer la valeur économique. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de proposer une nouvelle théorie économique, même si la réalisation d'un tel objectif est nécessaire pour construire un monde qui soit vivable pour tous les hommes d'aujourd'hui, et plus encore pour les générations futures. Notre ambition est bien plus limitée,
notre objectif est de proposer quelques jalons pour réfléchir à nouveau sur la valeur et la richesse économique dans un monde qui va dans le mur, à cause d'une compréhension de la valeur économique complètement inadaptée aux nouvelles forces productives mises en œuvre par nos sociétés industrialisées. Avant d'exposer quelques jalons, pour repenser l'économie, il est important de rappeler les conseils formulés dans les années 1980 par le physicien et philosophe Frijo Capra dans son ouvrage Le temps du changement. La remise en question de l'économie n'est pas seulement une tâche intellectuelle, elle implique des changements profonds de notre système de valeurs. L'idée même de la richesse, élément central de l'économie, est inextricablement liée aux espérances, aux valeurs et aux modes de vie humains. Pour réussir à définir la richesse dans le cadre d'un contexte écologique, il nous faudra transcender les connotations actuelles de l'accumulation matérielle et lui accorder le sens plus large d'enrichissement humain. 23. Dans une première partie, on essaiera d'expliciter les rapports qui se tissent entre nos systèmes de valeurs et notre conception de ce qu'est la richesse dans le langage courant. On découvrira que le mot richesse peut prendre des contenus très différents selon les cultures, et plus globalement selon les civilisations. On découvrira aussi que le mot valeur, trop souvent décrié par ses aspects moralisants, peut être compris comme ce qui permet de donner du sens à l'activité humaine, ce qui permet d'engendrer l'envie de vivre ensemble. On mobilisera les connaissances de sciences cognitives pour mieux comprendre le rôle de nos représentations mentales et notamment nos visions du monde, dans la construction de nos systèmes de valeurs et dans nos manières de penser. On s'interrogera sur l'importance du siècle des Lumières dans la vision du monde, qui prévaut actuellement dans les pays occidentaux. En rappelant que nos sociétés industrialisées sont entrées depuis quelques décennies dans l'ère des technologies de l'information, cette partie 1 se terminera sur l'avertissement de Manuel Castells, professeur à l'université de Berkeley. Le lieu central du conflit social n'est plus l'opposition capital-travail mais celui des idées et de la construction de sens. Une deuxième partie précisera la notion de valeur économique avec ses deux aspects de valeur d'usage et de valeur d'échange. Trop souvent les théories économiques, et notamment la théorie néoclassique, théorie actuellement dominante, réduisent la valeur économique à la valeur d'échange et donc au prix. On rappellera que la valeur permet à la fois de définir la nature de la richesse et de mesurer ou d'évaluer la richesse économique. On retiendra la proposition de Friedrich Engels pour qui la valeur sert tout d'abord à décider si d'une manière générale un objet doit être produit, si l'utilité compense le coût de production. On soulignera l'importance de bien comprendre la différence entre les concepts économiques de valeur et de valeur ajoutée, qui permet de fonder la différence entre les processus de développement économique d'une part et de croissance d'autre part. Ces deux processus sont trop souvent confondus y compris par les partisans de la décroissance. La valeur ajoutée, comme le PIB, mesure un surplus financier qui est engendré par des activités productives, de biens et de services. C'est un moyen et non la finalité du développement économique, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un pays. Cette partie 2 se conclura par la proposition d'une nouvelle manière de concevoir ce qu'est la richesse économique, et par la définition d'un cadre conceptuel pour penser le développement d'une manière constructiviste. La troisième partie analysera les notions de valeur et de richesse économique au sein de quelques grands courants de la pensée économique: mercantiliste, physiocrate, classique, néoclassique, institutionnaliste. L'histoire de la pensée économique permettra de vérifier que chaque courant ou chaque théorie économique s'est construit autour d'une conception spécifique de la valeur et de la richesse économique. Elle permet aussi de montrer que la valeur économique et la richesse sont historiquement déterminées par le contexte politique, culturel et plus généralement par la vision du monde, qui ont prévalu lors de la création de telle ou telle théorie économique. Dans une quatrième partie, on utilisera les réflexions sur la valeur et la richesse économique développées précédemment pour se donner les moyens de penser d'autres modèles de développement. Le développement durable constitue une première prise de conscience, au niveau international, des impasses et des catastrophes auxquelles nous mène le modèle de développement suivi par les pays industrialisés, mais ces nouvelles orientations pour le développement sont insuffisantes pour répondre aux défis présents et futurs. Pour repenser d'autres modèles de développement,
il nous faudra mettre en œuvre d'autres manières de concevoir la valeur et la richesse économique. Il nous faudra trouver de nouveaux moyens de création de surplus économique nécessaires pour financer les phases de transition du modèle actuel de développement à des formes alternatives. Mais plus fondamentalement, il nous faudra cesser de nous considérer comme maîtres et possesseurs de la nature, et de ses différentes ressources et par ce biais se comporter comme des maîtres du monde. Il nous faut penser et construire d'autres relations au monde, d'autres visions du monde que celles héritées du siècle dit siècle des Lumières. 2 Majid Ranma et Jean Robert, La puissance des pauvres, Actes Sud, Paris-Arles, page 51. 3 Max Dora, Le Monde du 3 mars 2010. 4 Célina Whittaker, Tout ce qu'on fait, Qu'est-ce que la richesse, Transrural numéro 215, juin 2002. 5. Une synthèse des travaux sur les nouveaux indicateurs de richesse peut être trouvée dans le livre de Jean Gadret et Florence Janicatrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, La découverte, Paris, 2005. 6. Manifeste Faire, décembre 2008, disponible sur www.idi.org/index.php. Catégorie/faire. 7. Il est souvent question de gouvernance, c'est-à-dire le système de régulation de tous ordres dont se dote une société pour atteindre ses objectifs, et plus généralement pour garantir sa survie. 8. Les 2 autres piliers sont la préservation de l'environnement et la diminution des inégalités entre les pays et au sein de chaque économie nationale. 9. Rapport Turner, 1977, cité par Tim Jackson, Prospérité sans croissance, la transition vers une économie durable, de Bock, Bruxelles 2010, page 27. 10. GIEC, Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. 11. Tim Jackson, Opsite, page 29. 12. Jean Gadret, Florence Janicatrice, Opsite. La découverte, Paris 2005. 13. Dominique Méda, Qu'est-ce que la richesse? Alto Aubier, Paris, 1999. 14. Patrick Vivray, Reconsidérer la richesse, rapport au secrétariat d'État à l'économie solidaire, Paris, 2002. 15. Michel Kyle, Pierre Lantz, Richard Sobel, coordé. Pour une économie politique de la richesse, L'homme et la société numéro 156 à 157, L'Harmattan, Paris 2005. 16 tome 2, page 674. 17 Alternatives économiques, les chiffres de l'économie 2010. HS 82, 4e trim. 2009, page 5. 18 Ce titre est proposé par l'auteur du présent livre. Il est un clin d'œil à ce qu'on appelle habituellement le consensus de Washington, qui est un corpus de mesures appliquées aux pays en difficulté face à leurs dettes par des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, dont le siège est à Washington. 19 Voir Fair Value des actifs financiers, Lettre de lire, Initiative internationale pour repenser l'économie, de la Fondation Léopold Mayer. 20 Les loyers ont progressé en moyenne de 40% depuis 10 ans, quand les prix à la consommation n'ont augmenté que de 16%. Depuis 2000, lors d'une relocation, les loyers ont augmenté en moyenne de 6 à 7% chaque année. Entre 1996 et 2005, les bénéfices annuels des propriétaires personnes physiques ont grimpé de 7 milliards d'euros, soit une hausse de 60%. Alternatives économiques, numéro 268, avril 2008, page 26. 21 Max Dora, La maladie de la valeur, moderne épidémie, Le Monde du 3 mars 2010. 22 Michael Foessel, Olivier Mongin, Nos aveuglements face au réel, Esprit, janvier 2010, page 38. 23 Frijo Capra, Le temps du changement, édition du Rocher, Monaco, 1983, page 214. Partie 1 Relation entre nos systèmes de valeurs et nos conceptions de la richesse. Avant de s'intéresser au rapport entre valeur et richesse économique, il peut être utile d'essayer dans un premier temps, de comprendre les rapports qui se tissent entre nos systèmes de valeurs et nos conceptions de la richesse dans son acceptation générale. Les concepts économiques ne sont pas étrangers aux mots du langage courant, puisqu'ils y puisent une partie de leur signification. Des concepts économiques dans des mots de tous les jours. La réflexion économique s'appuie sur des fondements conceptuels tels que valeur, richesse, valeur ajoutée, ménage, production intérieure brute. La science économique emploie peu de mots compliqués, ces termes sont des mots de tous les jours.
Mais la plupart du temps, l'économiste s'empare d'un mot bien de chez nous, et il en décale le sens. Les mésaventures du mot ménage sont à ce point caractéristiques 24. Les mésaventures du langage économique, l'exemple du mot ménage. Pour le commun des mortels, le mot ménage évoque la famille, la vie en ménage à deux personnes. Pour l'économiste, ménage signifie aujourd'hui un secteur institutionnel de la comptabilité nationale. Sous ce titre, il regroupera toutes les unités économiques dont la fonction principale est la consommation, éventuellement la production, si celle-ci est organisée dans le cadre d'une entreprise individuelle. Un célibataire, une entreprise agricole, les personnes vivant dans une même communauté, religieuse ou non, dans des ménages dits collectifs, les soldats d'un régiment appartiennent à la même grande catégorie. C'est du moins le sens de la comptabilité nationale française. Ce sens, bien entendu, a varié et peut encore varier suivant l'objectif poursuivi. C'est en cela que le langage économique n'est pas compliqué, mais décalé. Source Jean-Marie Albertini, Ahmed Silem, Opsite, page 11. C'est une mésaventure proche de celle du mot ménage qu'ont connu les termes de valeur et de richesse dans la réflexion économique. Tout le monde a une certaine idée du contenu de termes, tels que ceux de valeur et de richesse. Ces mots de valeur et de richesse sont employés dans bien d'autres domaines que la sphère économique, et avec un contenu bien plus large. Les formes de la richesse sont heureusement multiples, ainsi que les systèmes de valeur qui guident nos choix et orientent nos actions. C'est pour cette raison que dans cet ouvrage nous parlerons de valeur économique et de richesse économique, chaque fois que nous aborderons ces mots dans le cadre d'une réflexion économique. Dans cette partie 1, on tentera de préciser le contenu des locutions de richesse, de valeur et de système de valeur, utilisées dans le langage courant. Pour mieux comprendre les manières dont nous construisons et utilisons nos systèmes de valeur, on fera appel aux sciences cognitives qui permettent de mieux expliciter le rôle des représentations mentales et notamment des images dans nos manières de penser, chapitre 1. Cet apport des sciences cognitives permettra d'introduire la notion de vision du monde dans la construction de nos systèmes de valeurs, chapitre 2. Un dernier chapitre essaiera d'expliquer pourquoi dans nos sociétés marquées par la domination des technologies de l'information et de la communication, la valeur, c'est-à-dire la construction du sens, ce qui donne sens à la vie, est devenu le lieu central du conflit social. Chapitre 1 Richesse et système de valeurs, des notions à préciser. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité 25. La richesse aux multiples visages. Un riche est une personne qui jouit de la richesse. Utilisé sans précision, ce terme désigne dans nos sociétés dites développées la richesse économique. Mais prise dans son acceptation plus générale, la notion de personne riche est pleine d'implications en termes philosophiques, politiques, économiques. Comme le remarque l'article Richesse de l'encyclopédie Wikipédia. La définition de la richesse est très variable selon les lieux, les époques, les références de celui qui emploie le terme et l'objectif de l'emploi du terme 26. Dans le langage courant, le mot richesse est la plupart du temps associé à la détention d'argent, de biens matériels, mais on rencontre aussi des expressions telles que être riche en esprit, être riche intellectuellement, être riche en amour, être riche de bonheur, être riche de talent, être riche d'espoir. On rencontre aussi des expressions telles que la richesse d'une œuvre d'art, la richesse d'une culture ou la diversité des cultures est une richesse inestimable. La richesse de l'expérience. La richesse du cœur, la vraie richesse est celle du cœur. Selon le dictionnaire Larousse, la richesse se dit de l'état de quelqu'un, d'un groupe qui possède une grande fortune, des biens importants, un parvenu qui étale sa richesse. Du caractère des objets précieux, recherchés, luxueux, richesse d'un mobilier. Du caractère de ce qui renferme ou peut produire quelque chose en abondance, la richesse du sous-sol d'une région. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.